Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour Patrick Cohen. La gauche, une partie de la gauche militante dans la rue contre un projet du gouvernement qu'elle a porté au pouvoir. Ça vous réjouit ou ça vous désole ? Voilà, la situation me désole. La difficulté dans laquelle on est à réformer, à avancer me désole. Que la gauche et une partie de la jeunesse soient dans la rue, d'une certaine manière, je peux le comprendre. Il y en a qui ont le sentiment d'être trahis parce que c'était pas ça les promesses de François Hollande. La jeunesse aussi a le sentiment d'être trahie parce que pour le coup, la promesse de François Hollande, c'était de s'occuper d'abord de la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a toute une génération qui se dit que son avenir est plutôt ailleurs. Et puis qu'il y ait de l'inquiétude. Voilà, quand on voit la situation économique et qu'on se demande si on aura un boulot demain, oui, je le comprends. Mais l'inquiétude. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. Et là, je pense qu'il y a erreur sur le combat. Le seul combat qui vaille pour la jeunesse aujourd'hui, c'est d'imaginer la France avec un monde d'avance, d'imaginer par exemple les nouvelles protections qui vont accompagner le travail de demain. Pas de se battre sur celles qui correspondent au monde d'hier, qui correspondent à des façons de travailler, à des contrats qui de toute façon ne seront pas ceux de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un combat du passé auquel on a assisté hier dans les rues de... On avait hier dans les rues un mélange de gens. On avait à la fois, si vous voulez, les cheminots, les syndiqués qui ont des contrats, des façons de travailler, qui ont une organisation du travail qui correspondent à celle du monde d'aujourd'hui, mais en fait largement d'hier, et puis une jeunesse qui va vivre dans un monde dans lequel la norme, ce ne sera pas le CDI. Déjà aujourd'hui, au moment de l'embauche, il y a très peu qui sont embauchés en CDI. Le modèle du travail avec toute la vie, le même travail en CDI, dans la même entreprise, c'est fini. De plus en plus, c'est plusieurs entreprises successives, mais demain, ça ne va même pas être ça. Ça va être plusieurs patrons en même temps, ça va être un contrat salarié le matin, une prestation Vous proposez qu'à l'avenir, le CDD soit la norme, Nathalie Kosciusko-Morizet, au moment où on mobilise, on manifeste contre la précarisation ou la précarité. Je propose plus que ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que le salariat est en train de s'effriter et qu'à l'avenir, il y aura deux piliers dans le monde du travail. Il y aura encore les salariés sous différents contrats et puis il y aura l'indépendance, le travail indépendant qui est en train d'émerger. Et dans les années qui viennent, beaucoup des nouveaux boulots vont se créer sous le format du travail indépendant. Et je pense que le combat de la protection sociale aujourd'hui, c'est pas juste de modifier les paramètres autour des contrats salariés, c'est de s'occuper des protections autour du travail indépendant, de créer par exemple un statut général du travailleur indépendant, de se poser la question du financement de notre protection sociale qui a été entièrement construit sur le salariat, alors que de plus en plus, on va aller travailler sous des contrats indépendants. C'est ça les vrais combats. Ce que je veux vous dire, c'est que ça manque pas de combats pour la jeunesse aujourd'hui. Des combats, il y en a à porter. Par exemple, en France, on est dans un pays dans lequel il y a énormément d'injustices intergénérationnelles. Là, la jeunesse d'aujourd'hui, elle a le sentiment qu'elle va payer pour une protection sociale dont elle ne bénéficiera pas. On comprend que ça mette la colère. On comprend d'ailleurs que ça donne envie d'imaginer faire sa vie à l'étranger. Donc il y a des combats à mener pour la jeunesse. Mais les combats, c'est pas de se battre pour que les paramètres du CDI ne changent pas. De toute façon, la jeunesse n'aura pas accès au CDI. Est-ce que ça vous... C'est de se battre pour qu'il y ait encore une protection sociale demain d'un autre genre. Est-ce que ce qui se passe en ce moment dans le pays et dans les rues hier, ça vous inquiète dans la perspective d'un retour de la droite en 2017 et de la mise en œuvre de mesures beaucoup plus radicales et susceptibles de jeter encore beaucoup plus de monde dans les rues ? Je vais peut-être vous surprendre. Moi, je pense qu'un des problèmes des réformes en France, c'est qu'elles ne sont pas assez radicales. Et c'est aussi pour ça qu'on ne réussit pas à les faire passer. Je veux m'expliquer. En France, on fait des petites réformes. Chaque gouvernement change quelques paramètres, souvent d'ailleurs dans la même direction, mais juste quelques paramètres. Et donc, au moment de faire la réforme, chacun sait qu'en fait, on ne fait que préparer la réforme d'après. Je prends l'exemple de la réforme des retraites de 2010. Il fallait la faire. Mais on a passé la retraite à 62 ans. Au moment où on la faisait, tout le monde savait que la prochaine étape, elle viendrait très vite et ce serait 65. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut passer la retraite à 65 ans. Ce que je veux dire, c'est que faire petite réforme, ça ne crée pas la confiance. Ça ne crée pas la confiance parce que tout le monde sait qu'elle n'est pas définitive. On a l'impression qu'on fait des sacrifices, qu'on recule. Je pense que la bonne méthode,
La bonne réforme, c'est celle qui met à plat les choses pour longtemps, celle qui clarifie les règles du jeu et qui permet que le citoyen les comprenne, qu'elles deviennent lisibles et qu'il se les approprie. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous pensez par exemple que la suppression du statut de fonctionnaire généralisé que vous proposez, la fin des 35 heures, la dégressivité des allocations chômage, ou comme hier encore Nicolas Sarkozy qui dit il faut supprimer 300 000 emplois publics sur le prochain quinquennat, vous pensez que ça peut se faire sans soubresaut, sans résistance du pays ? Je ne vous dis pas que ça se fait sans difficulté. Et est-ce que vous êtes prêt à affronter cela ? Je vous dis que le pays, les Français savent aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que cette succession de petites réformes, elle nous met dans une logique de sacrifice. Finalement, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on cherche à protéger ce qui existe. Eh bien, moi, je préfère la grande réforme fondatrice qui nous donnera les moyens de tirer les meilleures parties des transformations en cours. Je reprends l'exemple du droit du travail. Oui, je crois que la durée unique du travail fixée au niveau national, elle est plus de mise aujourd'hui. Il va falloir discuter dans les branches, discuter dans les entreprises. Et en revanche, je crois que ce n'est pas qu'on n'a plus besoin de droit du travail. On a besoin de voir émerger un nouveau droit du travail, celui des indépendants, qui permettra demain le financement de la protection sociale, alors que beaucoup de Français seront sous les contrats indépendants, qui permettra aussi de pouvoir vivre cette vie qui va être celle du monde du travail demain, avec des allers-retours entre le salariat, l'indépendance, je l'espère, le privé, le public, qui va permettre d'avoir plusieurs vies professionnelles, de la vivre d'une manière qui ne soit pas stressante et dans laquelle vos droits puissent vous accompagner. Et de ce point de vue-là, le compte personnel d'activité est plutôt une bonne mesure, mais il ne va pas du tout assez loin, parce que pour le moment, il n'y a que la pénibilité et la formation. Et la formation, juste un mot, la formation justement. Je vous parlais de petites réformes. On a fait 5 réformes des retraites en 20 ans, 3 réformes de la formation professionnelle en 10 ans. Vous voyez bien, chaque nouvelle réforme ne fait que préparer la réforme d'après. Comment voulez-vous créer de la confiance avec ça ? Il nous faut des réformes beaucoup plus radicales pour qu'elles puissent être définitives. On va en reparler sans aucun doute avec les auditeurs de France Inter dans quelques minutes qui nous appellent. Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous avons changé le monde, c'est le livre que... Deux mondes. Nous avons changé Deux mondes. C'est le livre, oui, Le Monde pas encore. C'est le livre que vous publiez chez Albin Michel et qui accompagne votre candidature à la primaire de la droite. Vous y fustigez les réacs de droite et les réacs de gauche, mais c'est surtout la première catégorie qui souffre quand on vous lit. Vous dénoncez c'est votre sensibilité personnelle, Patrick Cohen, parce qu'il y en a pour tout le monde. Ah, je pense qu'il y en a beaucoup plus pour les réacs de droite. Vous dénoncez cette droite qui se dit décomplexée et qui raconte n'importe quoi dans des vociférations de tribune. La dénonciation de la pensée unique et la nouvelle pensée unique. Il y en a aussi pour les enfants chéris d'une bourgeoisie dorée qui tentent de cacher leurs origines et leurs diplômes. Et puis tous ceux aussi de vos compagnons qui pensent ou qui disent que vous êtes dingue ou fofolle ou incontrôlable. Vous les citez dans ce livre. Et puis ça se conclut par cette idée. On a tout essayé en France. Non, justement, le pays n'a pas l'expérience du pouvoir féminin. C'est l'argument ultime ? C'est l'argument. Le titre du dernier chapitre, c'est la subversion ultime. C'est pas l'argument ultime, mais c'est vrai que ça fait partie du paysage, bien sûr. Je pense qu'on a en France une vision du pouvoir qui en fait est très marquée par le fait que le pouvoir est très masculin, qui est une vision très descendante. Et je l'ai dit, parfois un peu condescendante. Un pouvoir qui encadre, qui normalise et qui vous dit ce que vous devez faire. Et on a changé de monde, la société a changé, et la société, elle ne fonctionne plus comme ça. Toutes ces hiérarchies très pyramidales, elles sont en train de s'effondrer partout. Par exemple, dans le monde du travail, on en donnait l'exemple. Le système salarié, très pyramidal, très hiérarchique, aujourd'hui, dans les nouvelles boîtes qui se créent, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. C'est beaucoup plus horizontal. Voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est le monde du collaboratif. Et je trouve qu'il est temps que le politique se mette à jour. Et pour moi, se mettre à jour, c'est arrêter de raisonner en termes de pouvoir et de conquête du pouvoir et regarder la puissance qui est dans la société. La puissance qui est en chacun d'entre nous. Le rôle du politique, pour moi, c'est de permettre à chacun d'avoir la maîtrise de sa vie, d'exprimer la puissance qui est en lui. Parce qu'elle est là, la société française, elle est là, la force de la France. On est un peuple hyper créatif, hyper inventif. Ce monde qui est en train de changer, c'est notre moment, ça peut être le moment français. Mais pour ça, il faut que les Français eux-mêmes, c'est pas de la France, les Français eux-mêmes puissent y prendre toute leur place. Et l'ambition féminine, elle s'affirme en parlant d'une grève de couilles ?
Et l'ambition féminine, elle n'est pas différente de l'ambition masculine, c'est pas le sujet. Mais là, vous citez un article du Monde qui a repris des propos que j'ai en effet dit. Cité il y a 2 jours. Que j'ai en effet dit, je le conteste pas, mais qui n'avait pas forcément vocation à finir sur le papier, parce que sur le papier, comme ça, évidemment, ça fait tout de suite un petit peu rugueux. D'autant plus qu'on m'a fait remarquer depuis que c'était. On m'a fait, oui, c'est vrai. On m'a fait remarquer depuis que c'était la seule partie de l'anatomie qui ne se greffait pas, semble-t-il, et pas seulement parce qu'il n'y avait pas de donneur. Non, il y a la tête aussi, il y a le cerveau. Emmanuel Macron, vous avez de l'admiration pour lui vous aimez bien la comparaison avec lui? Là, vous posez 2 questions différentes. Moi, je trouve qu'il dit souvent des choses intéressantes. Et ça permet, par ailleurs, de bousculer un petit peu le débat, de créer... J'écoutais l'édito tout à l'heure, c'était intéressant. On a les idées qui bougent, notamment des idées qui bougent à gauche. Il y a des compositions intellectuelles qui sont en train de se faire. Je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que ça ne se transforme pas tellement en action. Par exemple, la loi Macron 1... elle a été super décevante. Surtout que la loi Macron 1, elle est passée avec le 49.3. Donc normalement, avec le 49.3, vous pouvez faire des choses fortes. Ben justement, si vous utilisez le 49.3... La question ne portait pas sur sa loi, mais sur la personnalité, oui, sa mais enfin, façon en politique, on est ce qu'on d'apparaître. fait, Patrick Cohen. Je veux dire, vous parler du look, de la tenue de Emmanuel Macron. Enfin, tout le monde s'en moque. La question, c'est ce qu'on fait quand même. C'est le titre de l'Opinion ce matin. Nathalie Kosciusko-Macron part en campagne. Voilà. Ah pardon, mais j'ai pas lu encore l'Opinion. Eh ben, je vous le transmets. Merci. Et on va écouter tout de suite la revue de presse. Il est 8h32. France Inter, le 7-9, intervenez. Vous intervenez au 01 45 24 7000. Philippe nous appelle du Gers. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous vous écoutons. Bien, je voulais parler à Madame Kosciusko-Morizet au sujet de sa méconnaissance du monde du travail. Être un élu ou un député, c'est voir le monde du travail de loin. Mais ce n'est pas connaître le monde du travail et savoir tout ce qui y va avec les contraintes. Alors je trouve ça un peu désolant de voir tous ces gens qui parlent du monde du travail, qui veulent le réglementer, plutôt le déréglementer, qui ne connaissent pas. Merci Philippe. C'est une critique récurrente, comme on dit, et qu'on retrouve dans pas mal de témoignages et de questions ce matin. Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, bonjour Philippe. Écoutez, c'est pas vraiment une question que vous posez, mais je vais essayer d'y répondre quand même. J'entends la critique, mais je suis pas sûre qu'elle tombe forcément bien. D'abord parce que il se trouve que moi, je fais partie des politiques qui ont travaillé dans différentes configurations avant. J'ai été dans l'administration, j'ai aussi été dans le privé, j'ai travaillé dans l'industrie. Et puis, il se trouve que j'en suis restée très proche, et notamment très proche du milieu des petites entreprises, dont je trouve qu'on ne parle pas assez en France, parce qu'en fait, on parle beaucoup et de l'administration et des grandes entreprises. Et le quotidien des Français, c'est aussi l'entreprise unipersonnelle, le travail indépendant, je le disais, mais aussi la TPE, PME. Et elle, il faudrait mieux la prendre en compte et qu'elle soit plus présente dans nos discours. Puis j'ai compris que vous trouviez qu'on voulait trop déréglementer, mais là il y a un paradoxe. Vous avez commencé en disant les politiques parlent trop du monde du travail qu'ils ne connaissent pas en voulant le réglementer, et puis finalement le déréglementer. Moi je reste sur le déréglementer. Je pense que les politiques, en effet, ils disent trop aux Français ce que les Français doivent faire. Et les Français, je pense que sur certains sujets, ils savent mieux que les politiques ce qu'ils doivent faire, et qu'aujourd'hui il nous faudrait un petit peu plus d'humilité et en quelque sorte un peu de reflux du politique. Laisser plus la place à la société. Au-delà de votre cas personnel, vous admettez, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il y a une forme de déconnexion des élites? Je dirais qu'il y a des problèmes de variété dans le monde politique, mais à tout point de vue. C'est-à-dire que il y a un problème de variété en fonction des origines. C'est trop peu de politiques qui viennent du privé, qui ont l'expérience du secteur privé, c'est vrai, mais aussi en fonction des diplômes ou des types de formations. Par exemple, on est très peu nombreux à avoir une formation scientifique. Je trouve que sur certains sujets, c'est problématique. On évoquait la question du nucléaire tout à l'heure, on pourrait évoquer... Vous dites ça parce que vous avez fait Polytechnique à... Oui, mais on est très peu nombreux oui. à avoir une formation scientifique, c'est un sujet, c'est vrai. La variété, d'une manière générale, permet d'avoir des meilleurs débats et puis de faire écho à toutes les préoccupations de la société, pas seulement certaines. Thomas nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Thomas. Bonjour Madame Kosciusko-Morizet. Bonjour. Vous dites on a changé de monde, et est-ce que vous allez essayer de changer la politique par un renouvellement en mettant en avant de la société civile? Parce que vous souhaitez visiblement être un souffle de modernité. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant si la classe politique était moins technocratique? Alors, on a changé de monde, et la suite, en fait, qui est pas... ça aurait fait un titre trop long, mais la suite, quelque part, c'est il faut changer la politique aussi. Donc, c'est tout ça que j'essaye
décrire et de proposer pour la suite dans mon livre. Mais changer la politique, ça veut dire beaucoup de choses. Pas seulement, oui, ça veut dire l'ouvrir, mais pas seulement l'ouvrir. Je vais vous dire pourquoi, parce que je trouve ça toujours très séduisant, en fait, toutes les propositions de faire rentrer la société civile dans la politique, mais il y a un moment où ça trouve sa limite, au sens où c'est quand même un boulot, c'est un boulot énorme d'ailleurs, vous savez, la politique. Et il y a un moment où il faut y passer du temps, il faut apprendre comment ça fonctionne. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il puisse y avoir plus d'aller-retour, en fait. Qu'on puisse quitter la politique, aller dans, comme vous dites, la société civile, mais qu'on puisse aussi faire des allers-retours entre le privé et le public, que la société, elle respire plus dans toutes ses dimensions. Ça ferait du bien. Mais pas juste dans la logique, allez, on va inverser, c'est la société civile aujourd'hui qui va faire la politique, parce que malgré tout, il y a des fonctionnements, il y a des choses à apprendre. D'ailleurs, les ministres qui viennent de la société civile, parfois c'est formidable, et puis parfois ça a été aussi des vrais échecs, parce que c'est pas si simple. Est-ce que vous approuvez les idées, les propositions qui visent à redonner la parole au peuple? On le voit dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est l'annonce de François Hollande. Et puis hier, François Fillon qui a dit pour en sortir sur le projet de loi travail, il faudrait consulter le peuple français par référendum. Le président de la République devrait adopter cette solution. Qu'en pensez-vous ? Je trouve que les référendums, les appels à rendre la parole au peuple quand il y a un conflit de légitimité sont une bonne chose. Moi, je l'ai pratiqué à ma manière. D'ailleurs, quand il y avait la guerre Copé-Fillon dans mon parti, j'avais lancé le site jeveuxrevoter.fr qui avait été un énorme succès parce que on disait, voilà, ils ne sont pas d'accord, ils sont à quelques voix près, on va revoter. J'ai lancé, par exemple, à Paris, sur question de projet de tripatouillage électoral de la maire de Paris. Je dis, vous voulez fusionner les arrondissements, on devrait donner la parole aux Parisiens. En revanche, là où je trouve que je suis un peu dubitatif, c'est qu'en ce moment, beaucoup de politiques disent on va faire des référendums tout de suite après les élections législatives, voire au moment même des élections législatives. Parce que je trouve qu'à un moment, faut arrêter, quoi. Au moment où on vient de voter, la nouvelle Assemblée élue, par définition, elle est légitime et elle doit pouvoir mettre en œuvre le programme sur lequel elle s'est présentée. Et vouloir faire, en parallèle de l'élection d'une nouvelle Assemblée, un référendum, je trouve ça un petit peu paradoxal. Quand est-ce qu'on arrête de voter et qu'on agit ? Le référendum, pour moi, il est utile en milieu de mandat, quand il y a un doute, quand arrive un sujet qui n'a pas été évoqué pendant la campagne. Oui, à ce moment-là, oui. Pierre nous appelle de la région Poitou-Charentes. Bonjour Pierre. Bonjour France Inter. Bonjour, c'est à vous. Bonjour Madame Kosciusko-Morizet. Bonjour monsieur. Voilà ma question. Votre président de parti est entouré de dossiers gênants. Ne pensez-vous pas qu'il devrait démissionner parce que le risque de discréditer votre parti est grand et par conséquent de favoriser l'abstention au moment des votes? Voilà ma question. Merci Pierre. Nathalie Kosciusko-Morizet, les questions de Nicolas Sarkozy. Pierre, je vais probablement vous décevoir, mais je trouve qu'il faut que les principes s'appliquent pour tous. Et celui de la présomption d'innocence, qui est très souvent mis à mal quand ça concerne les politiques, doit s'appliquer aussi. Oui, il y a un certain nombre de critiques qui sont faites à l'égard de Nicolas Sarkozy. Oui, il a été cité dans un certain nombre d'affaires et en même temps, aujourd'hui, c'est juste des mises en cause. Et je crois qu'il faut bien séparer les choses, sinon le débat public est envahi par ces questions-là qui nous amènent toujours à cette réponse, c'est-à-dire nulle part, quoi. Tout simplement, il y a un moment où il faut laisser faire la justice d'un côté et laisser faire la politique de l'autre. Et moi, je fais confiance à la justice. Je ne crois pas du tout que Nicolas Sarkozy soit directement et personnellement concerné par ces affaires. Vous parlez encore avec Nicolas Sarkozy ? Pas beaucoup. Ça veut dire plus du tout depuis décembre. Oui, vous savez, moi, j'ai fait le choix, depuis longtemps, de porter des convictions, y compris quand, à l'intérieur de ma famille politique, elle représentait une part de la famille politique, mais pas forcément l'ensemble. J'ai accepté souvent d'être minoritaire pour débattre, pour essayer de devenir majoritaire aussi. J'ai porté des convictions qui, parfois, ont pu agacer à la direction, mais je l'ai fait toujours dans un état d'esprit positif. Et puis, il y a un moment où on m'a signifié que c'était plus possible. Je le regrette. Je pense que la vie politique, elle se vit mieux dans la pluralité, y compris au sein d'une famille politique. Voilà. Par exemple, cette position que j'ai défendue sur la question du Nini, qui consistait à dire, moi, je ne renvoie pas dos à dos le Parti socialiste et le Front national, qui est une position que je défends depuis longtemps.
pendant longtemps, elle a pu être entendue et elle correspond d'ailleurs au point de vue d'un certain nombre de militants, d'adhérents et même de Français. Sinon, ça ne se serait pas passé comme ça au moment des dernières élections régionales. Puis un moment où on n'a plus voulu l'entendre, en tout cas au sein de la direction. Je pense que c'est dommage. Mais voilà, je continue à défendre mes convictions autrement. Vous expliquez dans votre livre comment le lien s'est distendu avec Nicolas Sarkozy, et notamment sur sa façon de fonctionner, vous dites, de diffuser de la confiance qui n'existe plus aujourd'hui, cette façon de ne plus douter, de s'enfermer dans le déni au risque d'entraîner tout le monde dans le gouffre. C'est ce que vous écrivez. Oui, parce que je pense qu'une des forces de Nicolas Sarkozy, c'était de pouvoir entendre des points de vue différents. Et c'était très clair d'ailleurs en 2007, au début du mandat. Et puis, je trouve que progressivement, ça s'est estompé, en tout cas sur ce sujet particulier que j'évoquais, qui est la question de la stratégie en quelque sorte vis-à-vis du Front National. Manifestement, ça s'est estompé. Je pense que c'est dommage. Les réseaux sociaux, Hélène Roussel. Oui, qui reviennent sur deux gros dossiers dont vous avez parlé. Si le CDI est déjà dépassé, pourquoi soutenir cette loi travail qui ne s'intéresse qu'à ce modèle? Et puis l'autre question, si vous reveniez au pouvoir, est-ce que vous fermeriez, oui ou non, Fessenheim comme vous l'aviez envisagé? Alors, sur le CDI, moi je trouve que la loi travail, elle est très insuffisante. Je pense qu'elle va plutôt dans le bon sens. Par exemple... Vous avez soutenu, je rappelle que ça a oui, été publié dans l'opinion avec d'autres parlementaires, les Républicains, une première mouture pour dire il faut l'adopter. Je prends un exemple très concret. Le référendum en entreprise, que quand il y ait blocage entre les syndicats et le patronat, on puisse faire appel à la voix des salariés, je trouve que c'est une bonne chose. Donc je trouve que dans la loi travail, il y a, dans la première mouture encore une fois, maintenant on ne sait pas ce qu'elle va devenir, il y a plusieurs mesures de ce genre-là qui vont dans la bonne direction. Maintenant, elle est complètement insuffisante. Et en effet, elle ne prend pas en compte du tout le deuxième pilier du monde du travail qui est en train de se développer, qui est tout le secteur de l'indépendance. Par exemple, le grand sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui est de dire quelles sont les nouvelles protections sociales. On a un problème de financement de la protection sociale qui était entièrement assis sur le salariat, qui est en train de s'effriter. Et puis on a l'émergence du monde des indépendants à cause de l'ubérisation de la société, pour lequel il y a très peu de protection sociale. Quelles sont les nouvelles protections pour cela? Bon, c'est un sujet qui est très peu présent dans la loi travail, donc elle va pas... elle n'est pas du tout complète. Elle est un peu l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, des réformes qui sont des petites réformes. On sait en la faisant que derrière, il faudra en faire d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dispositions qui vont dans la bonne direction dans la première mouture, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas évoluer forcément. Dans Fessenheim. Sur la question de Fessenheim, moi, j'aime pas quand la politique se mélange avec la sécurité nucléaire. Et on le voit beaucoup en ce moment dans le débat entre la gauche, les Verts, Ségolène Royal. Pourquoi? Parce que la sécurité nucléaire, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec le moins de passion possible. Il ne faut pas en faire des sujets... On a tendance, France, à faire des sujets moraux avec tout, des sujets quasiment religieux, pour ou contre le nucléaire. Ça, en matière de sécurité nucléaire, ça me fait peur. On a une autorité de sûreté nucléaire qui nous a dit... C'était en 2011-2012. À Fessenheim, il y a deux problèmes majeurs de sécurité. Il y a le problème du refroidissement du réacteur, parce que c'est le grand canal d'Alsace qui doit refroidir, et si jamais il y a un tremblement de terre, elle dit qu'il sort, etc. Donc il faut trouver une source d'eau froide alternative au grand canal d'Alsace. Et puis il y a le problème de l'épaisseur de ce qu'on appelle le radier, le plancher de la centrale, en cas d'accident. Et l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'il faut modifier ces deux paramètres. Voilà. Et à cette condition-là, la centrale peut continuer son exploitation. Bon. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle avait le choix entre faire ses travaux ou ne pas les faire. Elle a choisi de les faire. Coûtait plusieurs centaines de millions d'euros. En tout cas, plus de 100 millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je suis sûre que c'est plus de 100 millions d'euros. Elle a choisi de les faire. À partir du moment où ils sont faits, il faut se baser sur la durée de vie que préconise l'autorité de sûreté nucléaire. Soit on fait les travaux et on continue, on fait les travaux pour continuer, soit on ne fait pas les travaux et on arrête. Mais là, ils nous mettent dans une situation dans laquelle on fait d'abord les travaux et puis après on discute sur un motif politique de savoir si on arrête ou pas. Je trouve ça absurde. Nathalie Kosciusko-Morizet.